Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast qui dépoussière les codes du marketing pour promouvoir un marketing responsable, positif et engagé. Je suis votre hôte, Anaïs Baumgarten. Pour des insights et le transcript de l'épisode, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonjour Charles, c'est un plaisir de t'accueillir sur Slow Marketing. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, toi? Ça va super, merci. Alors cet épisode sort dans le cadre du Podcaston, le premier événement caritatif de podcasts francophones. Plus de 450 podcasts sont attendus pour cette deuxième édition et d'ailleurs je vous invite à retrouver tous les épisodes sur podcaston.org. Et pour l'occasion, j'avais vraiment envie de faire un épisode dédié aux associations et aux ONG. Mais avant de plonger dans notre discussion donc, sur le marketing dans le milieu associatif, Charles, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'amène à te spécialiser dans le copywriting pour les causes sociales ? Oui, puis je me suis lancé en 2020. J'ai lancé mon entreprise qui s'appelait pas à ce moment-là Les mots pour la cause, mais qui avait juste mon nom à moi. C'est devenu Les mots pour la cause un an plus tard. En tant que tel, les causes ont toujours été là dès le départ. Avant même de me lancer, il y avait une chose qui était claire pour moi, c'est que faire quelque chose en lien avec les causes sociales. Pour moi, ça voulait dire, entre autres, de travailler les organismes à but non lucratif, ce qu'on appelle au Québec les OBNL et peut-être un peu plus chez vous les associations. Donc, vous allez m'entendre des fois parler de OBNL. Je fais allusion aux associations quand je parle d'OBNL. Donc, c'est ça. C'était clair que j'allais travailler en fait dans le monde des causes sociales, que j'allais travailler avec des OBNL et fondations et tout ça, mais c'était pas encore clair exactement ce que j'allais faire au départ. Je savais que ça allait être quelque chose en lien avec l'écriture, donc j'ai fait rédaction, révision, traduction. Et au bout de quelques mois, ça s'est précisé pour ensuite me concentrer sur le copywriting, donc sur la rédaction persuasive. Et ça me semblait être en fait le type d'écriture qui correspondait le plus à ce que je souhaitais faire parce que je voulais en fait voir augmenter l'impact des mots chez les OBNL et les fondations qui veulent augmenter justement l'impact de leur cause, etc. Bien, évidemment, le copywriting m'est apparu comme vraiment le type d'écriture qui est le plus adapté pour cet objectif. Super intéressant. Quand tu as démarré du coup, en te lançant en freelance, c'est quoi les idées reçues que tu avais ou que tu as pu rencontrer sur le marketing dans le milieu associatif? Je te dirais que le milieu associatif, là, c'est sûr que là, on dit le milieu comme, évidemment, c'est pas monolithique comme ça. Là. Il y a quand même toute une diversité à l'intérieur de ce milieu-là. Donc, ça varie. Mais chez certaines organisations, on va dire que il y a, entre autres, un mythe, une fausse croyance qui revenait encore et encore, c'est le fameux « on veut pas que ça sonne trop marketing ». Donc, cette phrase-là, je l'ai entendue encore il y a quelques jours et je la comprends. C'est ça, à la base, c'est que cette phrase-là, je la comprends. Je pense que, tu sais, quand des organisations disent ça, ça sonne, on veut pas que ça sonne trop marketing, c'est justement cette crainte que ça sonne trop comme pushy, là, si on veut. C'est-à-dire vraiment de vouloir pousser, de forcer, de tordre le bras, etc. Mais honnêtement, c'est pas juste un mythe qu'on retrouve dans le milieu associatif. On peut le retrouver ailleurs. Mais je pense qu'une des particularités du milieu associatif, c'est que cette crainte est d'autant plus grande que même la notion de vente, le terme vendre en général, Mmh. pushy ou non, c'est pas nécessairement un terme qui est employé beaucoup souvent par les organismes à but non lucratif, par les associations si vous préférez, pour la simple raison que pour plusieurs d'entre elles, elles n'ont pas de services à vendre ou ils ont des programmes de services qui sont gratuits, 100% subventionnés ou autres, ou à très, très, très faible coût, quoi que ce soit. Donc, je comprends aussi ce besoin-là que ça ne sonne pas trop marketing, mais je pense que ça part entre autres du fait que peut-être aussi un peu du fait que d'une mécompréhension peut-être de ce qu'on leur propose en termes de marketing, d'alternative au marketing qui a pris beaucoup de place à un certain moment, qui en prend quand même de moins en moins, là, Mmh. fameux marketing pushy. Mais il en demeure pas moins qu'on voit que ça a fait pas mal de ravages parce que même encore aujourd'hui, même avec tout le monde qui parle de marketing bienveillant, authentique, etc., on voit que les ravages faits par le marketing, on va dire vraiment plus pushy, là, ça fait encore des ravages, puis ça demeure encore aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Moi, ce que je dis souvent, en fait, c'est que si ça te sonne trop marketing, c'est que c'est pas du bon marketing. Le bon marketing ne sonne pas comme du marketing. Donc, c'est vraiment d'employer les mots des personnes à qui on s'adresse. On nous dit encore persona, 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 mais évidemment, c'est pas pour rien. C'est que quand un marketing est bien fait, il ne s'entend pas. Il n'a pas l'air forcé. Puis, je te dirais qu'une autre crainte dans le milieu associatif, c'est la peur de se mettre de l'avant. Je Mmh. l'entends des fois, c'est beaucoup dans le non, on veut pas trop se mettre de l'avant. Tu sais, nous, dans le fond, c'est notre cause qui prime, c'est les personnes qu'on aide. Mais moi, quand on me dit ça, je me dis, ben ouais, mais c'est parfait. C'est justement, c'est ça qu'on va faire. C'est justement, ça va être ça le but de votre marketing, en fait. Moi, si vous parlez trop de vous, je vous l'aurais dit, là, parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, il y a comme un peu des fois cette crainte-là de dire, on veut pas trop se mettre de l'avant, mais c'est comme, ben, c'est tant mieux, en fait, parce que si vous parlez trop au nous, et ça, on le dit tout le temps, là, on l'entend encore et encore, parler au vous, ça en devient même pour
certaines personnes un petit peu agaçant. Là, donc, il y en a qui se disent, ben oui, on a compris, il faut parler au vous. Là, c'est un peu devenu la recommandation un peu basique qu'on entend à gauche, à droite. Mais c'est pas pour rien qu'on continue à le répéter, c'est qu'il y a encore un tas d'organisations qui continuent à être au nous, nous, nous. C'est pas pour rien qu'on continue à répéter, en fait, ce conseil-là relativement de base, c'est que plusieurs personnes encore continuent et plusieurs organisations continuent à employer le nous, 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 et les OBNL, les associations, les fondations ne font pas exception à cette règle-là. Plusieurs parlent encore de nous, 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 de nos programmes, de nos services, du nos programme un tel ou un tel qui s'appelle de telle manière. On en finit par s'en perdre avec tous les noms de programmes. En fait, la vérité, c'est que la majorité des personnes, ça leur importe peu, en fait, le nom de ton programme ou tel programme. Ce qu'on veut savoir, c'est ça apporte quoi, ça fait quoi, c'est quoi l'impact, à quoi vous contribuez, quel problème vous résolvez, en tout cas, à quel problème vous contribuez de résoudre et c'est quoi l'impact que vous avez concrètement. T'sais. Donc ça, je te dirais que c'est une deuxième croyance, puis évidemment, il y en a plusieurs autres là aussi, mais c'est les deux principales que j'entends. Ouais, je suis bien d'accord. Il y a pas longtemps, j'ai une amie qui a rejoint une association du coup et elle me dit: «Ah, ce qui est juste dommage, c'est que, ils ont pas du tout de branding» et je lui dis: «Ah bon, bah, pourquoi?» Enfin, tu vois, genre, il devrait y avoir, un branding comme toute entreprise. Elle me dit: «Bah, non, on peut pas, on est une ONG, quoi» et j'étais là: «Bah, je vois pas le lien», tu vois? Genre, justement, c'est d'autant plus important si tu veux, être beaucoup plus efficace dans toutes tes actions, toutes tes actions point tout court, pas juste tes actions commerciales et marketing. Ton branding est vraiment essentiel, quoi. J'aimerais bien savoir, dans la pratique, dans le concret, en quoi tu vois une différence entre travailler pour des associations et versus faire du marketing commercial classique? Ouais, c'est une bonne question. Peut-être juste dire, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Vas-y. Anaïs, parce que ça me fait penser, en fait, c'est tellement vrai ce que tu dis. Ça, c'est probablement aussi un troisième grand mythe, là, ou en tout cas, ce qu'on entend encore et encore, c'est cette peur d'investir en marketing. C'est cette peur d'investir en marketing, puis même des fois, on n'entend même pas le terme, le verbe investir, mais Ouais. plutôt dépenser. C'est dommage, puis en même temps, tu sais, je comprends, c'est de se dire, OK, on veut que l'argent aille directement à la cause, aux personnes qu'on aide, on veut pas que ça aille trop au marketing, etc. Tu sais, à la base, ça part d'une bonne intention, tu sais, comme bien des choses. Mais c'est quand même dommage, en fait, parce que investir en marketing, c'est bel et bien un investissement dans le sens où c'est une façon aussi d'accroître l'impact auprès des personnes que tu aides parce que plus tu en parles, plus ta cause est connue, plus l'organisation sera connue, bien évidemment aussi, après, plus ce sera facile d'aller chercher telle subvention, d'aller chercher tel don ou quoi que ce soit dans le cadre de vos campagnes. Et donc, qui dit plus de revenus autonomes et plus de revenus aussi philanthropiques, ben nécessairement aussi plus d'impact. Et évidemment, on le sait, pour augmenter ces revenus-là, ça passe beaucoup par le marketing. Donc, c'est sûr que ça, c'est aussi tout un mythe qu'il y a à déconstruire. Puis c'est aussi dommage parce que même les organisations qui, elles, en sont bien conscientes, se retrouvent aussi souvent face à ce mythe-là auprès du grand public. C'est-à-dire que quand elles lancent, par exemple, une campagne de dons auprès de particuliers, c'est-à-dire auprès de personnes comme toi et moi, il y en a plusieurs qui vont se dire, ah ouais, mais on veut vraiment s'assurer à ce que la totalité, le 100% de notre don aille vraiment à la cause, à la personne, aux personnes ou au groupe de personnes que vous allez aider. Mais c'est comme, en gros, ce qu'on est en train de dire, si on veut pas qu'il y ait trop de frais administratifs. Puis c'est ce que je disais aussi dans le cadre d'une autre intervention. C'est sûr que s'il y a 99% du don qui vont aux frais administratifs, on peut se poser des questions, mais en même temps, c'est certain qu'il doit y avoir aussi des frais qui vont à l'administration et aussi au marketing, parce que sinon, ça pourrait pas se faire. Il y a du monde à payer, il y a des activités aussi derrière qui contribuent à la cause. C'est comme si on les avait déconnectés tout d'un coup, comme si les programmes, les services étaient complètement tout d'un coup déconnectés du marketing, du volet administratif, alors que tout ça, c'est un écosystème à l'intérieur d'une organisation, puis on doit financer en fait tout ça en même temps. Tu sais, un peut pas exister sans l'autre. Donc, ouais, c'est ça. Je voulais rebondir rapidement, mais finalement, ça n'a pas été si rapide que ça. Non, pas de souci, c'était super intéressant. Du coup, je repose ma question. Je me suis un peu étalé, mais c'est quelque chose de vraiment, tu sais, qu'on entend souvent, tu sais. Donc, c'est vraiment... Mais non, non, bah, merci du partage. Du coup, ma question, c'était en quoi le marketing et le copywriting pour des associations diffèrent-ils fondamentalement, du marketing commercial classique? C'est vrai, tu vois, j'en avais même oublié la question. Alors là, oui, pour cette question, ben, tu sais, en fait, c'est certain que entre le copywriting classique, traditionnel, c'est-à-dire vraiment, là, on peut imaginer là, un copywriting qui a un objectif de vente commerciale pur et dur, là, vraiment le traditionnel, versus un copywriting plus, on pourrait l'appeler d'impact, engagé ou pour des causes ou peu importe comment on l'appelle. Il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Dans le sens, Mmh. d'abord, pour les similitudes, c'est certain que la psychologie humaine ne change pas du tout au tout d'un secteur à un autre, d'un domaine à un autre.
Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs principes qui, à la base, s'appliquent. Donc, moi, ce que je vais lire, entre autres, comme livre, par exemple, je vais, entre autres, lire des livres, pas juste dans le milieu philanthropique, mais aussi, je vais lire des livres de copywriting, de vente, là, avec tous les classiques et autres, parce qu'il y a plusieurs choses que je peux en retenir aussi dans le type de copywriting que je fais. Sinon, au niveau des différences, il y en a quand même. Il y a des différences, par exemple, au niveau du vocabulaire. Donc, ça, c'est la première chose. C'est sûr que, par exemple, le terme gratuit, on l'entend des fois un petit peu moins, ou peut-être qu'il a parce que justement, il y a comme un petit peu même des fois une attente à ce que ce soit gratuit. On peut quand même le mentionner, je dis pas qu'il faut pas. C'est comme des fois quasiment attendu dans ce milieu-là à ce que les programmes et services soient gratuits. Donc ça n'est pas autant un power word ou un mot puissant, comme on dit en français, que ça peut l'être dans le cadre d'une entreprise commerciale quand tout d'un coup elle offre quelque chose de gratuit. C'est wow, on s'y attendait tellement pas là, tu sais. Donc ça n'a pas autant la même force, disons. Ça c'est au niveau du vocabulaire. Au niveau des objectifs, peu importe qu'on soit dans le commercial, dans le philanthropique, associatif, l'objectif demeure quand même de persuader avec les mots. Mais ensuite, l'action qui va être faite, persuader à quoi, à faire quoi, cette action-là, elle, dans le copywriting classique, on va souvent avoir la vente. Il peut y avoir aussi d'autres choses, là, comme de s'abonner, etc. Mais souvent, ça va être la vente, le fait d'acheter qui va être mentionné. Le copywriting engagé dans le milieu associatif, ça sera à ce moment-là souvent le plus classique. Ça va être de faire un don. Les leviers motivationnels, donc les motivations pour lesquelles on achète versus les raisons pour lesquelles on fait un don, elles aussi, elles sont pas nécessairement les mêmes. Par exemple, dans le milieu associatif, une des motivations de donner, ça va être de sentir qu'on a un impact qui est plus grand que soi, chose qu'on n'a pas nécessairement dans le milieu de la vente. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup d'OBNL Fondations vont beaucoup miser sur l'impact que tu as, pas nécessairement ce que ça a sur toi. Oui, entre autres, tu sais, comme par exemple, tu peux avoir du plaisir à faire un don, donc on peut miser un peu là-dessus, comme l'ont fait d'ailleurs certaines campagnes, miser sur le plaisir de donner. Il y a aussi le fait de justement l'impact que tu as sur d'autres, tu sais, et qui, oui, par ricochet, t'apporte du plaisir aussi, de la valorisation et toutes sortes de choses. Mais c'est justement, c'est ça, on va beaucoup miser sur l'impact que tu as, chose qu'on n'a pas nécessairement dans le milieu commercial. Il y a d'autres distinctions, je te dirais. Il y a le fait, entre autres, de certains défis qui sont pas les mêmes. Par exemple, il y a un défi qui est en lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le bénéfice est moins direct. Il a plus tendance à être indirect. On ne retire pas autant un bénéfice direct pour soi au moment de donner, par exemple, de faire un don, qu'au moment d'acheter. Lorsque, par exemple, j'achète ma casquette ou quoi que ce soit, tu sais, je la porte sur ma tête, je me regarde dans le miroir, je suis content d'avoir ma casquette sur la tête. Le bénéfice est direct là, pour moi, là, je l'ai sur la tête, etc. Pareil quand je me procure, tu sais, quand je vais faire affaire avec des entreprises ou des freelances pour leur service ou quoi que ce soit, je vais en retirer des bénéfices. Quand je dis direct, ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement immédiats, mais ça veut dire qu'ils sont directement auprès de moi. Il n'y a pas d'intermédiaire nécessairement. Alors que dans le cas d'une cause, les bénéfices sont plus indirects, sont souvent pour la société, pour un groupe ou quoi que ce soit. À ce moment-là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Anaïs, dans le fond, c'est que raison de plus d'investir en marketing parce que le défi était plus grand. Tu sais, les bénéfices sont indirects, donc ça veut dire qu'il y a un défi additionnel. Donc, raison de plus à ce moment-là d'investir en marketing. Complètement d'accord. Quand tu parles de dons désintéressés, et cetera, ça m'a fait penser à je vais sortir une vieille référence, mais à un épisode de Friends avec Phoebe qui essaye de prouver qu'on peut faire, des dons, et des activités complètement désintéressées, sans bénéfice et qui n'y arrive finalement pas. Je pense que c'est dans la saison 5. Je vous laisserai les gens, retrouver les bonnes références. Je voulais te demander, du coup, tu m'as parlé d'un défi là par rapport aux bénéfices indirects. J'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres, défis ou challenges que tu as pu rencontrer en travaillant sur le marketing, d'association? Oui, il y a plusieurs, il y a plusieurs challenges. Je vais me limiter à trois. Le premier, je te dirais, en fait, c'est que le copywriting est moins connu dans le milieu associatif qui Mmh. peut l'être auprès, par exemple, d'entreprises ou autres. C'est sûr que de plus en plus, on parle de copywriting dans les dernières années. On le voit des fois sur LinkedIn. Il y en a qui vont commencer à dire, mon Dieu, on dirait qu'il y a juste des copywriters sur LinkedIn, etc. Donc, on voit quand même que on parle de plus en plus de copywriting. Plusieurs personnes sont sensibilisées, en fait, à c'est quoi, qu'est-ce que ça apporte, etc. Donc, évidemment, le milieu associatif est aussi sur ces réseaux-là. Il voit aussi ça passer. Mais quand même, je te dirais qu'il y a quand même une étape additionnelle. Le défi, c'est que le copywriting est moins connu. Il y a une étape additionnelle, en fait, de sensibilisation et l'action, donc, que je dois poser pour le surmonter, c'est justement de le prévoir à moi dans mon marketing, Mmh. de prévoir cette étape-là additionnelle, donc, de vraiment voir les différents niveaux de conscience, là, comme on dit en copywriting. Et il y a une étape additionnelle dans mon cas pour vraiment sensibiliser un peu plus sur qu'est-ce que le copywriting, qu'est-ce que ce n'est pas, etc. Donc, il y a cette étape-là additionnelle qui, en soi, me plaît aussi, tu sais. Il y en a qui voient ça comme, ah, tu sais, c'est un truc de plus à faire. Je dois conscientiser en plus bon, de tout le reste.
Moi, c'est quelque chose qui me plaît de toute façon, mais c'est à prévoir parce que je te dirais, je sais pas comment c'est de votre côté, mais au Québec, c'est très, 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 très rare de voir, en fait, dans le milieu associatif, dans les associations, fondations, etc., de voir des postes affichés de copywriter, en fait. Tu sais, Mmh. la majorité des copywriters sont engagés comme ça à l'externe, des freelances comme moi. Pour ce qui est des personnes à l'interne, elles vont avoir genre 10 000 tâches connexes et la rédaction va en faire partie. Et là, je dis pas rédaction persuasive, là, copywriting, mais je parle de rédaction au sens large, de toutes sortes de rédactions. Ouais. Donc, et la rédaction souvent est même une tâche parmi tant d'autres. Donc, on le voit que c'est ça, tu sais. Donc, il y a quelque chose d'additionnel au niveau de la sensibilisation sur qu'est-ce que c'est le copywriting, qu'est-ce que ça apporte. Sinon, les deux autres trucs que je voulais te mentionner, c'était au niveau des difficultés. Il y a une difficulté aussi au niveau de cette crainte de prendre position. OK. Puis on le voit dans tous les milieux. Il y a, tu sais, souvent c'est le cheval de bataille de plusieurs copywriters de dire, on n'en veut plus là du contenu beige, générique et corpo et tout ça. Tu sais, on l'entend encore et encore et encore. Donc on le sait que c'est pas juste dans le milieu associatif qu'on doit défaire ce contenu-là qu'on voit encore et encore un peu partout. Mais souvent quand on leur dit, ok, il faut vous différencier avec un contenu qui a un peu plus de personnalité, une voix qui a plus de personnalité, etc. Des fois il y a des craintes. Ça c'est pas juste dans le milieu associatif, mais il y a une crainte entre autres dans le milieu associatif qui est peut-être particulière un peu plus à ce milieu-là, c'est la crainte de prendre position dans le sens d'avoir l'air politique Mmh. ou partisane. Puis je trouve quand même ça surprenant à chaque fois parce que je comprends évidemment, on va pas demander aux organisations de dire voilà, on vote pour tel parti. Mais quand on dit ça, c'est de la partisanerie. Mais quand on dit d'être politique, ben, je me dis, mais non, mais attends, mais c'est sûr qu'il faut être politique. Je veux dire, ce que vous faites, vous, en tant que milieu associatif, c'est nécessairement politique. C'est la définition même d'être engagé, c'est d'être politique. Encore une fois, pas politique dans le sens je m'en vais dans un parti, mais politique dans le sens de je prends position, j'adopte une posture, tu sais. Et ça doit se traduire dans nos textes. Non seulement ça donne la personnalité, mais en même temps, c'est que c'est en plus nécessairement aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous faites, qui est de défendre une cause. Donc des fois, on le voit, non? On a peur du mot défendre, comme je viens de l'utiliser, encore plus du mot lutte. Je parle même pas du terme militant ou quoi que Mmh. ce soit, ou est-ce que là, des fois, ça fait peur à de nombreuses organisations. On n'est pas obligé d'utiliser ces termes-là, d'ailleurs, pour pouvoir prendre position, mais il faut prendre position pour pouvoir créer une connexion et en arriver à une persuasion aussi. Donc, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je vais surprendre personne en disant ça, et peut-être ça va surprendre peut-être plusieurs personnes que je n'ai pas mentionné d'ailleurs en premier, c'est le budget. C'est d'ailleurs la question qui revient le plus souvent quand je parle à des freelances, c'est est-ce que c'est possible d'en vivre, tu sais, d'écrire pour des causes, d'écrire pour le milieu associatif? Moi, quand on me demande ça, je dis, ben, c'est possible. Moi, c'est ce que je fais. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça rajoute un niveau de difficulté? J'aurais tendance à dire certainement. Je pense que ça dépend aussi de qui se trouve autour de nous, dans le sens où, par exemple, moi, au Québec, je parle de concurrence, là. Il y a très peu de personnes qui se sont positionnées en termes de copywriting pour des causes. Donc, ça devient même pour moi un élément différenciateur, en fait. Alors que si j'avais été dans du copywriting pour des SaaS, pour des entreprises SaaS, ben, il y en a pelleté. Donc, même si on va dire, ah ouais, il y a plus de budget, oui, OK, mais il y a aussi plus de concurrence. Donc, moi, ça devient un élément différenciateur, tu sais. C'est un défi, puis en même temps, ça peut être quelque chose, ça peut être une plus-value, mais ce budget-là, il faut quand même composer avec, dans le sens où c'est pas des budgets illimités. Et ce que ça demande souvent, c'est qu'il y a des choix qui doivent être faits. Et moi, souvent, ce que je propose aux organisations que j'accompagne, je leur propose justement de les accompagner même dans ces choix-là. C'est-à-dire, OK, vous m'avez dit que vous avez besoin de 5 pages web. Je vais pas juste leur dire, voilà, moi, mon prix à ce moment-là, on pourrait juste en faire 3 pages pour ce prix-là. Moi, en fait, ce que Mmh. je veux dire, c'est, je vais vous accompagner dans le choix de ces 3 pages-là qui sont les plus stratégiques. Rencontrons-nous, parlons-en. Pour les accompagner aussi dans le choix pour que ça respecte aussi leur budget et qu'elles aient le plus de retour d'investissement dans ce choix-là, en tenant compte de leur budget qui peut être plus limité, qu'il n'est pas nécessairement d'ailleurs, mais qui peut l'être. Ouais, ça, c'est intéressant comme approche. Moi, je sais que je travaille principalement avec des startups et des PME et j'ai aussi, du coup, ce sujet du budget, qui est plus limité que dans d'autres secteurs et une approche que j'ai, c'est à la fois d'avoir des différents formats d'accompagnement qui s'adaptent au budget et aux besoins de l'entreprise que j'accompagne et là, ce que je fais aussi beaucoup, c'est de la formation en interne. C'est de leur dire: «Bah, écoute, en fait, moi, je vais arriver avec la stratégie, mais je vais surtout former tes équipes et c'est tes équipes qui vont le faire parce que comme ça, tu auras internalisé la compétence et cet investissement, ce sera pas juste un one shot où tu m'auras payé, la mission sera finie et plus personne saura faire ce truc-là en interne». Bah, c'est de dire, bah, tu auras payé la stratégie et en plus la formation de tes équipes et ça, c'est quelque chose qui aura un impact plus long
long terme. Ouais, ben non, mais tout à fait. Ben, c'est vraiment intéressant que tu apportes ce point-là, Anaïs, parce que je suis complètement aligné avec toi. En fait, je suis en plein là-dedans, moi-même, dans le sens où c'est mon objectif, en fait, de l'année. Je suis en train de créer une formation, en fait, pour organismes à but non lucratif, pour associations et fondations. Donc, une formation en copywriting spécifiquement pour elles. Et c'est entre autres parce que avec cet objectif-là, tu sais, de renforcement de capacité, comme on dit dans le milieu. Plusieurs organisations me disaient, bon, tu sais, on souhaite en fait vraiment former nos équipes parce qu'on veut pas nécessairement dépendre toujours de copywriters, puis des choses que je peux comprendre aussi, mais ne trouvaient pas nécessairement des formations qui soient spécifiquement pour elles. Donc, c'est ce Mmh. que j'ai décidé de monter cette année. Ça va être lancé au printemps, pré-lancé au printemps, lancé officiellement cet automne. En plus aussi, j'ai combiné avec du coaching, qui là, c'est vraiment, on n'est pas dans des offres dans les 4 chiffres, on est plus dans des offres dans les 3 chiffres, donc c'est quelque chose de plus abordable, etc., pour justement pouvoir répondre aussi aux besoins des organisations qui ont des plus petits budgets. Je suis un peu là-dedans en train de construire l'échelle de services, de trucs vraiment à petit prix. Je veux même développer aussi des produits à petit prix. Là, c'est juste par manque de temps, mais c'est pas les idées qui manquent, mais c'est pas les besoins non plus qui manquent, mais c'est vraiment de trouver le temps pour pouvoir justement construire cette échelle-là, qui correspond à où est-ce que moi je veux m'en aller au niveau de mon entreprise, mais qui aussi correspond aux besoins évidemment là, du milieu. Ouais, c'est ça, super intéressant. Du coup, est-ce que tu as des exemples concrets, de communication efficace que tu as pu faire pour une cause, sociale? Ouais, je te mentionnerais, en fait, la campagne qui me vient en tête en premier, c'est une campagne qui s'appelle le Journal de Louise, qui OK. est une campagne ici qui a été portée par une organisation qui s'appelle Relief. Ça s'est fait en collaboration avec l'agence Cossette. En fait, moi, j'étais amené à faire la conception-rédaction de la campagne en collaboration avec Relief et Cossette. Donc, c'est une campagne qui a pour but de sensibiliser à la santé mentale. Relief, c'est un organisme qui accompagne les personnes qui vivent avec la dépression, l'anxiété, la bipolarité et leurs proches. En fait, c'est ça. Alexandra, à l'interne, a eu comme idée de créer une campagne basée sur un personnage fictif du nom de Louise qui vit avec l'anxiété. On s'est mis un peu à réfléchir sur cette campagne qui s'étalait donc sur plusieurs mois avec une histoire par semaine. Où est-ce que c'est Louise, ce personnage fictif, donc, qui raconte son histoire, ses hauts et ses bas à chaque semaine. C'est vraiment sous forme de journal. Elle écrit donc dans son journal. On a accès, en fait, à tout ce qui se passe dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur, à travers ce qu'elle écrit. Donc, c'est des histoires généralement assez courtes, là, de 400 mots chacune. C'est vraiment sur une plateforme très interactive. C'est une campagne qui a pas mal résonné dans le milieu créatif. Donc, qui a gagné, je me souviens même plus combien, là, une dizaine de prix, tout ça, dans le milieu de l'industrie, dans l'industrie créative. Mais au-delà de ça, aussi, je pense que le principal impact, c'est vraiment évidemment auprès des personnes qui ont consulté, qui ont pris connaissance de cette campagne. J'ai pas exactement les chiffres sous la main les plus récents, mais je sais qu'au bout de quelques mois, on avait déjà dépassé les 10 000 visiteurs. On a aussi plusieurs retours, des équipes, par exemple, qui, au travail, sur l'heure du lunch, lisaient l'histoire de Louise, puis avaient des discussions autour de son histoire, partageaient un peu ce qu'elles avaient vécu. On a aussi eu une personne qui nous a partagé, en fait, avoir traversé un moment de détresse très importante et elle était dans un processus de rétablissement et elle nous expliquait aussi à quel point la campagne Le Journal de Louise a contribué à son rétablissement. Donc, tu sais, je sais qu'on parle souvent des chiffres quand on parle de ces campagnes-là. Tu sais, c'est ce qu'on voit un peu partout, c'est ce qu'on nous dit toujours, en fait. Montrez vos chiffres, c'est ça l'impact chiffré, etc. Mais pour moi, en fait, c'est de recevoir ces témoignages-là. Pour moi, c'est là où je me suis rendu compte encore plus, je pense, de l'impact de cette campagne. On peut la retrouver sur le site, je veux pas dire de bêtises, c'est lejournaldelouise.ca. Donc, vous pouvez aller y jeter un œil pour découvrir, en fait, les hauts et les bas de Louise. Super, je rajouterai le lien, dans la description de l'épisode. J'étais en train de faire le lien en t'entendant parler avec un épisode que j'ai fait pendant la saison 1 avec, Laureline Bergerie sur le storytelling éthique. Déjà, première question, est-ce que tu considères que ce que tu fais, c'est du copywriting éthique? Et si oui, tu mettrais quoi comme principe à ce copywriting éthique? Ben, en fait, c'est une grande question, la question de l'éthique, là, en soi. On entend souvent, déjà en partant, tu sais, on va être plusieurs à dire persuader, ce n'est pas manipuler. Tu sais, c'est la première distinction qu'on va faire lorsqu'on parle d'éthique, tu sais. Et ensuite, pour pouvoir le distinguer, on va souvent parler de, par exemple, ne pas créer de la fausse urgence. Donc, évidemment, de faire un copywriting qui est donc honnête. Il peut y avoir d'urgence si elle est réelle, mais elle ne peut pas être créée de toutes pièces, là. C'est les fameux chronomètres, des fois, qu'on va voir sur des pages qui, en soi, ne sont pas nécessairement mauvais, mais que si jamais le compteur tourne toujours ou est toujours remis à zéro à chaque jour,
là, on voit qu'on est dans une fausse urgence qui est créée de toutes pièces. C'est là que ça devient, à mon avis, pas du tout éthique. Donc, de pas être mensonger, de pas user aussi de la culpabilisation. Par exemple, de faire sentir coupable une personne, tu sais, en mode, si tu es une bonne personne, fais un don. Tu sais, là, j'exagère, je caricaturise, mais Ouais. des fois, on peut avoir des arguments qui s'apparentent un peu à ça. Tout ce qui est aussi de pas aller dans la culpabilisation, de pas aller non plus dans la coercition, donc de vraiment s'assurer que la personne se sente libre de faire son choix. Des fois, ça peut être de lui en donner plusieurs. Ça peut être aussi, encore une fois, pour retourner à l'urgence, de lui donner le temps de prendre la bonne décision pour elle, etc., etc. Mais le truc, en fait, c'est que tout ça, un coup que c'est dit, même si on coche toutes ces cases-là, on peut encore poser la question, OK, mais est-ce que c'est toujours éthique? T'sais? Et Mmh. c'est là où ça se complique. Parce que ces cas de figure-là que j'ai donnés, évidemment, on veut s'en distancer. T'sais, souvent qu'on parle de copywriting éthique, de copywriting responsable, c'est souvent ces exemples-là qu'on va nommer. C'est les fameux, justement, le chronomètre qui retourne à zéro chaque jour. C'est les fameux aussi, on vous donne le choix entre deux boutons et il y a un bouton qui va être genre, clique ici si tu n'es pas une bonne personne ou si tu n'as pas bon cœur ou si tu t'en fous de ce qui se Ouais. passe dans le monde. Tu vois un peu le genre qui nous fait sentir mal, genre de quitter la page. C'est des cas de figure qui me semble, à mon avis, évident. Tu sais, c'est évident que ce n'est pas éthique. Là où est-ce que ça devient un petit peu plus, et c'est long, on pourrait en parler vraiment longtemps, puis c'est pas tranché au couteau, et je pense pas que l'éthique devrait être tranchée au couteau. En fait, c'est le propre de l'éthique d'être subjective. C'est que c'est dans ces cas de figure qui sont beaucoup plus nuancés. Ou est-ce que là, il n'y a pas de bonne réponse? Et ça, souvent, on en entend moins parler parce que justement, on n'est pas à l'aise avec ces zones grises-là. On aime ça quand c'est bien coupé au couteau. Donc, on va entendre des personnes dire, ah, moi, je fais de l'éthique et va nommer ces exemples évidents comme quoi en disant, je ne fais pas ces exemples évidents qui ne sont pas des bonnes pratiques. Mais ensuite, qu'on rentre dans ces zones-là un peu plus nuancées, on est mal à l'aise avec la nuance, avec ces zones grises, comme je le disais. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas, alors que moi, je pense qu'on aurait tout avantage, en fait, à en parler. On se sent pas à l'aise de pas avoir de réponse, mais ça veut pas dire pour autant qu'on devrait pas en parler. C'est Mmh. le propre, en fait, comme je disais, de l'éthique. Ayons un débat sur l'éthique où il n'y a pas de cas évidents, où il n'y a pas de réponse tranchée. Puis, c'est là où ça devient intéressant parce que, dans le fond, pour résumer un peu ma position là-dessus, Anaïs, je Ouais. pense que chaque personne, chaque organisation a une ligne sur l'éthique, a une vision de ce qui est éthique ou pas. Mon rôle, en fait, comme copywriter, c'est, à mon avis, pour faire du copywriting éthique, mon rôle à moi, c'est d'avoir cette réflexion, de la pousser au-delà des évidences, de me remettre continuellement en question, d'avoir des règles qui sont clairement établies pour moi, selon ma vision à un moment précis. La raison pour laquelle je dis un moment précis, c'est que ma vision de l'éthique, du copywriting et du monde et de tout le reste évolue. Donc, je dois faire cet exercice régulièrement. Et puis finalement, c'est de prendre le temps de comprendre où se situe aussi cette ligne pour les organisations avec lesquelles je collabore, pour qu'on trouve en fait où se placer, où tracer la ligne avec la vision éthique de mes clients, mais aussi avec ma vision à moi pour trouver en fait ce juste milieu-là au moment de la rédaction. Tu sais. Donc, ça demande tout cet exercice-là, à mon avis, pour que pour pouvoir dire qu'on fait du copywriting éthique. En tout cas, selon ma compréhension, selon ma vision des choses. Là. Super intéressant, je trouve ça vraiment très, enfin, passionnant parce que marketing responsable et en fait, qui soit vraiment concrète et pratico-pratique et ça me fait un peu penser à ton exemple de, bah, il y a des choses évidentes et je les ai présentées, mais j'ai quand même mis en introduction, en fait, pour moi, le marketing responsable, c'est déjà se poser 3 questions. La première question, c'est: «Pourquoi est-ce que c'est toujours pertinent de faire cette campagne, d'utiliser cet outil?» Enfin, peu importe, ce qu'on est en train de faire dans le marketing, genre vraiment pourquoi est-ce que c'est toujours pertinent? La deuxième question, c'est quel est l'impact sur les personnes, sur les parties prenantes? Et la troisième question, c'est quel est l'impact sur la planète? Et je pense qu'une fois que tu as ça, et pour moi, c'est le point de départ, mais aussi c'est le point d'arrivée. C'est-à-dire que tu dois se poser cette question-là au début, et après, tu as potentiellement, bah, effectivement, des actions concrètes que tu peux faire, compresser tes images, mettre des textes alternatifs, etc. Mais ça doit être aussi le point d'arrivée, c'est-à-dire qu'à la fin, re-regarder ce que tu as fait et à nouveau te poser ces questions-là et effectivement avoir le courage de remettre en question tes propres pratiques et ton travail, tes propres idées et croyances, quoi. Oui, tellement. Moi, j'adore ce que tu dis, puis je suis 100% d'accord avec toi. Je pense entre autres que le milieu dans lequel j'avais été formé, c'était le milieu de la coopération internationale. Mhm. Et on parlait souvent de l'approche do no harm, tu sais, ne pas faire de mal, en fait. Ok. Qui était en fait, parce qu'on avait vu, là, j'ai l'air de sortir du sujet, mais tu vas voir un peu comment je vais me raccrocher, mais on voyait entre autres plusieurs interventions qui pouvaient être faites par certains États, par certains gouvernements ou par certaines organisations internationales dans d'autres pays et qui avaient vraiment des conséquences très néfastes économiques, sociales et autres, tu sais. Donc,
il y a l'approche Do No Harm qui avait été développée en disant quand vous développez ces interventions-là, assurez-vous de ne pas faire de mal, tu sais. Mmh. Puis en t'écoutant parler, ça m'a fait penser un peu à ça parce que minimum, mais ça c'est le minimum, c'est de s'assurer qu'on ne fait pas de tort. Mais il me Mmh. semble qu'on met quand même la barre pas mal basse quand on dit ça, tu Ouais. vois un peu, parce que je me dis, tu sais, quand on se dit, je veux m'assurer que mon marketing ou mon copywriting ne fait pas de tort, ben oui, j'espère, c'est la base, là, tu sais, ça c'est le minimum. Puis ensuite, si tu veux élever un petit peu, un peu plus l'objectif, ben là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire du bien. Tu sais, comment est-ce qu'on peut Mmh. faire du bien à travers notre marketing et notre copywriting et aller bien au-delà de se dire comment est-ce qu'on peut s'assurer de ne pas faire de tort. Je pense que là, si on se dit comment ne pas faire de tort, ben, tu sais, je pense que pour les personnes qui pourraient avoir ce discours-là, je me dis, bon, on nivelle peut-être un peu vers le bas. Comment est-ce qu'on peut l'élever? Et en se disant comment est-ce qu'on peut avoir un impact positif le plus possible à travers notre marketing, à travers nos mots, à travers notre copywriting. Super intéressant et effectivement, on a l'impression de niveler un peu par le bas. En fait, quand même, la réalité et encore, en cet après-midi, je relisais le rapport, sur le sexisme dans la publicité en France et enfin, il est vraiment aberrant. Donc bon, c'est qu'aussi le niveau est assez bas en général, quoi. Donc mais j'aime bien, comment est-ce qu'on peut faire du bien? Je vais le retenir et je l'ai noté là et je pense que ça va être un peu ce que je vais retenir de cette, discussion. J'avais une autre question, alors je sais que c'est pas ta spécialité, mais je me demandais un peu quand même ton point de vue sur le marketing de cause, donc le fait qu'en fait des entreprises commerciales s'associent avec des associations pour, par exemple, tel produit sera en partenariat avec, j'ai pas en tête d'association là, je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc, mais bon, on voit tous un peu ces partenariats qui peuvent être mutuels pour, par exemple, le Mhm. cancer du sein, etc. Toi, comment est-ce que tu vois ces partenariats-là de ton expérience? Si on prend l'exemple de certains tirages, certains concours, certaines campagnes de dons qui sont lancées par des fondations, des associations qui vont le faire en partenariat avec une entreprise. Supposons, on va avoir un tirage et en faisant un don, en plus, tu cours aussi la chance de gagner X. Et Mmh. X peut être une voiture, un séjour quelque part ou je ne sais trop, là. Ça, on le voit souvent, tu sais. Je pense que, premièrement, dire, je comprends ces partenariats-là dans le sens où, oui, ça contribue à augmenter le nombre de dons, le don moyen, etc. Ça, oui. Justement parce que on vient un petit peu régler le défi dont on parlait au début, qui était l'absence de bénéfices directs, tu vois. Et Ouais. on vient le régler à travers ce partenariat-là, où est-ce qu'on dit, ouais, ouais, non seulement tu vas avoir des bénéfices indirects là, pour la communauté, pour la société, tout ça, mais toi, tu cours aussi la chance d'avoir un bénéfice direct qui va être, encore une fois, une voiture, une fin de semaine, je ne sais trop où, etc. Bref, tout ce qu'il peut y avoir comme partenariat ou comme cadeau qu'on peut avoir. Mais là où est-ce que des fois, moi, je me pose des questions, pour le dire de cette manière-là, c'est que, premièrement, même si on augmente le nombre de dons ou le don moyen, Mmh. c'est-à-dire le montant qui est donné en moyenne, c'est rarement des dons récurrents qu'on va aller chercher, c'est-à-dire des dons qui vont revenir, par exemple, sous forme mensuelle ou autre. Donc, on n'est pas dans la durée, là, c'est souvent, bon, durant la durée du concours de la campagne en question. Il n'y a pas nécessairement de mal à ça, mais voilà, ça, c'est une première chose. Je pense que la deuxième chose aussi, c'est que une des raisons pour ça, derrière ça, c'est plus ça ce qui me fait un petit peu hésiter ou où est-ce que j'ai des craintes, c'est qu'on crée pas nécessairement une connexion profonde avec les personnes qui donnent dans le cadre de ces tirages-là. Parce que ces personnes ne vont pas nécessairement donner pour la cause en tant que telle ou pas autant, ou vraiment aller chercher en savoir un peu plus sur l'impact qu'on a ou quoi que ce soit. T'sais. Si on fait ce genre de partenariat-là, je pense que c'est quand même important de parler aussi, de rappeler aussi l'impact, pas juste de miser sur ce que nous, on va gagner, mais aussi beaucoup parler de l'impact de ça à quoi on contribue. Généralement, ça va tenir en dedans d'une ou deux lignes, puis on va vraiment plus miser sur le prix qu'on va obtenir. Là, je trouve ça un petit peu dommage. C'est comme si on perdait un peu, justement, la raison d'être et tout ça. Et ça, justement, c'est important, cette connexion-là avec l'organisation, avec la cause. Et je trouve que ces tirages-là, on l'a un peu moins. Où est-ce que là, ça devient, par exemple, plus dommageable dans le fameux approche do no harm? C'est quand il y a une incohérence entre notre cause et le prix en question. Tu sais, je nommais tout à l'heure une voiture Mmh. ou un voyage. Tu sais, je verrais mal, par exemple, une organisation qui œuvre pour la lutte contre les changements climatiques avoir un prix comme celui-là. Là, je viens de nommer une évidence, mais j'ai vu d'autres organisations où est-ce que entre la cause et le prix, le lien est moins évident, mais je vois quand même certaines contradictions. Et là, je me pose des questions parce que je me dis, si moi je les vois, je suis pas le seul, là. Je veux dire, il y en a plusieurs à ce moment-là qui doivent les voir. Est-ce que tu peux être amené à te poser certaines questions? J'ai certains exemples qui me viennent en tête, mais j'ai pas nécessairement envie de nommer certains tirages d'organisations. Mais c'est ça. Des fois, il y a des questions qu'on peut se poser. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est au moins de s'assurer qu'il y ait quand même une certaine cohérence entre le partenariat, le prix, la cause et tout ça qu'on offre.
pour pas justement qu'on se fasse du tort. Parce que oui, on peut augmenter nos dons sur le coup, à court terme, mais là, si on se fait plus de tort qu'autre chose à plus long terme, avec notre base qui est de donateurs, qui est régulière et mensuelle, qui nous suit, qui nous connaît vraiment et tout, ben là, on vient de se tirer un petit peu une balle dans le pied, là. Ouais, c'est super important ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, pour la base régulière, la dissonance, elle va être évidente au 1er coup d'œil et ça risque de casser ce lien de confiance qu'on a mis des années à construire, quoi. Exactement. C'est ça. Parce que auprès, comme tu l'as dit, c'est que c'est ça, c'est qu'auprès des personnes qui nous connaissent peu, peut-être, ou qui connaissent peu la cause ou quoi que ce soit, vont pas nécessairement voir cette dissonance-là, cette Mmh. incohérence-là. Mais comme tu l'as dit, pour notre communauté rapprochée, la communauté rapprochée de ces associations-là, là, c'est une toute autre chose parce sont beaucoup plus sensibilisées voilà, elles connaissent beaucoup mieux l'organisation, ce qu'elle fait, ce qu'elle apporte, etc. Ouais, c'est clair. Charles, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Si tu me dis slow marketing, moi, je pense à un truc évident, c'est oui, de prendre son temps. Mais je pense que ce qui est moins évident, c'est quand on parle, c'est la notion de temporalité, tu sais. Mmh. Parce que j'ai vu quand tu m'as envoyé cette question-là là, avant le podcast, puis je me suis mis un peu à réfléchir parce qu'au-delà de se dire bon, prendre son temps, c'est un peu une évidence dans le terme du slow lui-même. Mais après, tu sais, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, je me suis dit ok, premièrement, il y a comme pour moi, il y a d'avoir évidemment pas de technique pushy, de fausse urgence ou de voilà, c'est de donner le temps, de donner le temps aux personnes à qui on s'adresse, de prendre une décision éclairée. Donc, de donner le temps, c'est pas juste une question de fausse urgence ou de vraie urgence, c'est aussi que, bon, tu peux mettre une date limite à ton concours, à ton tirage ou peu importe, si tu veux, ou à ton lancement, peu importe c'est quoi. Mais au moins, assure-toi d'avoir une certaine durée pour donner le temps à la personne d'y penser. Donc ça, c'est une première chose, c'est de donner le temps. La deuxième chose, je pense, c'est la vision qu'on adopte en tant qu'organisation ou personne qui est derrière cette campagne, ce lancement ou autre. C'est d'avoir, selon moi, une vision long terme versus court terme. Pour moi, ça fait aussi partie du slow. Et ça, entre autres, c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est de pas juste viser les retombées court terme, mais c'est de voir long terme. Et ça veut dire, entre autres, d'avoir une stratégie qui est basée, oui, par exemple, dans le cas dans le monde philanthropique, sur la récurrence des donateurs, sur des donateurs donatrices qui sont mensuels, etc., par exemple. Donc ça, c'est au niveau de la vision. Et ensuite, je me suis dit, dans le slow, il y a aussi, pas juste de donner le temps aux autres, mais il y a aussi de se donner du temps à soi en tant que la personne ou l'organisation qui fait le marketing. Parce que, écoute, on le sait, là, il y a de nombreuses personnes, organisations qui sont tout le temps dans l'urgence, là. Le fameux busy, je suis occupé, surchargé, puis les calendriers multicolores, là, on connaît ça, là. Mais je te dirais que, encore une fois, le milieu associatif ne fait pas exception à ça, mais je te dirais qu'il y a comme un niveau d'urgence qui, parfois, peut être encore plus grand dans bien des cas. La raison est simple, ça vient souvent du manque de ressources, en fait. Quand je dis Ouais. ressources, j'aime pas trop le terme ressources, mais un manque de budget ou manque de personnes qui y travaillent, tout ça. Donc, c'est des personnes qui font énormément de surcharge au niveau d'heures, énormément de surtemps et tout ça. Je parlais de la liste des tâches connexes. Il y en a, que ça ne finit plus, cette liste de tâches connexes, etc. Donc, énormément de surcharge. Et donc, on se retrouve beaucoup dans l'urgence. Tout ça pour dire ça, on se retrouve dans l'urgence, manque de temps énormément. Donc, c'est souvent, plusieurs organisations du milieu associatif vont se retrouver plus en mode réaction que être proactive. Donc, de se donner le temps, je trouve que ça serait le fun, tu sais, qu'on puisse se donner le temps. Et ça dépend pas juste de ces organisations-là. Tu sais, faut pas leur faire porter cette responsabilité de leur dire, voilà, faites du marketing. Ça dépend pas juste d'elles dans les faits. Mmh. Ça dépend pas juste de l'équipe marketing ou même de l'organisation en général. Ça dépend de comment est-ce on les valorise dans notre société. Puis la valorisation, ça vient, oui, entre autres, par à quel point ils sont subventionnés au niveau du fonctionnement et non pas juste par projet. Ils sont toujours en train d'être financés par projet juste de 2-3 ans. C'est toujours à refaire, toujours à refaire. Donc, ça fonctionne pas au niveau du système. Là, je sais que plusieurs, on n'aime pas quand on parle de système. Il y en a qui sont plus capables d'en entendre parler. Et pourtant, mon Dieu, qu'on devrait en parler encore plus même, à mon avis, parce que il y a tout un problème au niveau du système et à quel point est-ce qu'on ne valorise pas suffisamment la place de ces organisations du milieu associatif dans notre société. Et ça se traduit entre autres par du sous-financement et ça se traduit entre autres par des équipes qui sont surchargées, débordées
et qui ne peuvent pas se permettre le luxe du slow marketing dans ce sens-là du terme, qui sont nécessairement dans le fast, 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 dans la vitesse, dans l'urgence continuellement. Puis je leur souhaite en fait plus de slow, tout en reconnaissant que ça dépend pas juste d'elles. Merci de ce partage. Ça me parle vraiment ce que tu viens de dire parce que en ce moment, je suis en train de lire Ralentir ou périr de Timothée Paric. C'est un livre sur la décroissance. En fait, il explique qu'on est dans des sociétés où il y a que l'économique qui compte. C'est-à-dire qu'en fait, tout est calculé en fonction du PIB et donc s'il n'y a pas de valeur marchande, ça ne compte pas. Et il y a énormément de secteurs où, typiquement, l'associatif, c'est que du non économique, de la valeur non marchande. Et le bénévolat, typiquement, si c'est en chute libre aujourd'hui, c'est essentiellement parce que c'est pas valorisé dans notre société. Parce que ça compte pas. C'est-à-dire qu'il mettait même en exemple les applications type Too Good To Go ou quoi pour aller acheter des denrées de consommation qui sont périmées ou bientôt périmées, tu vois. Donc c'est-à-dire que tu vas aller acheter à moindre prix à ton supermarché les yaourts qui vont périmer demain ou qui sont périmés aujourd'hui, etc. Et donc, ok, c'est top pour certaines personnes de pouvoir accéder à ces produits à moindre prix. C'est top pour pouvoir lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais la réalité, c'est qu'avant, ces yaourts-là auraient été donnés à une association. Et qu'en gros, on se retrouve à avoir une perte dans le secteur non marchand. Sur la balance du PIB, c'est super positif parce qu'en gros, on a eu des ventes en plus. Et alors que finalement, d'un point de vue de société, on pâtit tous, quoi. Donc ça me parle beaucoup. Non, mais tellement, parce que, tu sais, puis si jamais, là, imagine, là, si jamais il n'y avait pas de milieu associatif, toute la responsabilité qui reviendrait, entre autres aussi financière, là. Tu t'imagines le Ouais. poids financier que ce serait, là, on parle juste en termes d'argent, parce qu'on sait que plusieurs ont juste ça en tête. Pour reprendre justement l'exemple comme quoi il y a juste l'économie qui compte dans la tête de plusieurs pouvoirs. Mais justement, si on veut vraiment parler leurs termes qu'ils aiment tant, avec un signe de dollar à la fin, moi, j'aimerais ça qu'on calcule combien ça leur coûterait s'il n'y avait pas de milieu associatif pour pouvoir donner tous les services que, dans le fond, l'État se retrouverait à donner d'une autre manière. Et s'il devrait se tourner vers le secteur privé, la facture serait pas mal plus salée. Donc, est-ce que tu sais, il y a un impact économique majeur, en fait, par le milieu associatif. Majeur, majeur, majeur. Tu sais, on n'en parle pas assez. Et je pense, entre autres, que, tu sais, comme tu l'as dit, la culture du bénévolat dans le milieu associatif a du bon et du mauvais, dans le sens où le milieu associatif, plusieurs organisations vont dire on ne sait pas ce qu'on ferait sans nos bénévoles. On n'aurait pas pu faire tout ça sans vous. On ne sait pas ce qu'on ferait sans vous, etc. Cette phrase-là, des fois, je la trouve cool et en même temps, elle m'inquiète. Je la trouve cool parce que je me dis, OK, c'est une belle reconnaissance pour vos bénévoles. C'est des personnes qui veulent contribuer d'une manière ou d'une autre, etc. Tu sais, puis ça exprime une belle solidarité, puis de pas vivre dans un monde qui est simplement juste en mode transaction et tout ça. Donc, tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans, évidemment. En même temps, il y a quelque chose aussi qui m'inquiète parce que je me dis, qu'est-ce qu'on envoie comme message aussi? T'sais, est-ce qu'on n'est pas en train de renforcer cette idée-là, justement, que ce qui se fait dans le milieu associatif, ça a moins de valeur, en misant autant sur le bénévolat dans nos activités? T'sais, est-ce que vraiment les bénévoles font vraiment juste je veux pas dire juste, excuse-moi, mais font du surplus, c'est-à-dire ajoutent des choses à ce qui se fait déjà par l'organisation? Ou est-ce qu'en fait, sans les bénévoles, c'est toute l'organisation ou une bonne partie de ces programmes qui s'écroulent? Est-ce qu'on est vraiment en train d'ajouter ou on est en train de substituer, en fait, tu sais? Et c'est là où des fois c'est inquiétant. Tu sais. Il y a eu beaucoup ce débat-là entourant les stagiaires, mais je pense qu'on peut aussi beaucoup l'avoir par rapport aux bénévoles. Est-ce qu'on est en train de substituer, dans le fond, ou est-ce qu'on est en train d'ajouter, de faire plus grâce à l'aide des bénévoles? C'est là que la culture du bénévolat, des fois, c'est ça, elle a du bon et du mauvais pour ces raisons-là, je pense. Ouais. Dernière question, Charles. Si tu pouvais Oui. recommander une seule action que tous les marketeuses et marketeurs devraient adopter pour contribuer positivement à nos sociétés, ça serait laquelle? Ma réponse va paraître peut-être un peu simple, mais j'aurais tendance à dire, tu sais, de faire un marketing en collaboration avec une OBNL, une association, une fondation, tu sais, je veux dire, et là, ça peut sembler encore une fois tout simple, mais c'est parce que, comme on le disait tout à l'heure, on disait copywriting classique, marketing classique, ben justement parce que c'est le truc classique de faire justement plus dans le milieu commercial ou autre. Mais Mmh. alors, moi, j'ai envie de dire, ben, tu sais, au moins d'essayer quelque chose d'autre et peut-être, qui sait, en fait, développer un nouvel intérêt, passion ou autre pour un autre type de marketing, un autre copywriting, un autre type de copywriting qui est vraiment plus à impact social. Donc, j'aurais tendance à dire, tu sais, c'est ça, d'essayer parce que dans le fond, l'objectif ultime, je pense, c'est de passer d'une vision court terme à une vision long terme, c'est de passer d'intérêt particulier à intérêt collectif. Et tous ces changements-là, je pense, ça passe pas nécessairement juste par le milieu associatif, mais ça demande entre autres de casser un petit peu le fameux paradigme de l'argent avant tout et tout Mmh. ça, tu vois, ou le soi avant tout et tout, le court terme avant tout. Tu
sais, et ça, d'un coup, qu'on casse cette vision-là, puis qu'on se met à explorer d'autres choses, en allant vers plus le social au lieu de juste l'économique, en allant vers le long terme au lieu de le court terme, en allant vers du slow au lieu du fast tout le temps, etc., en allant vers un impact indirect pour les autres plutôt que juste des impacts directs pour soi. Tu sais, je pense que on y gagne comme société, mais aussi même comme personne. Puis ça, je tiens à le dire parce que moi, je tripe vraiment à faire ce que je fais, tu sais. C'est pas juste dans un élan d'altruisme. Oui, évidemment, je souhaite avoir un impact à travers ce que je fais, à travers mes mots, mon copywriting, mes services, mais c'est aussi parce que ça m'apporte quelque chose aussi à moi, tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça m'apporte du plaisir, ça m'apporte un sentiment de valorisation, etc., que je pourrais pas nécessairement, dans mon cas à moi du moins, tu sais, je pourrais pas nécessairement, je me verrais pas autant l'avoir dans d'autres secteurs, ou avec du copywriting classique, là, pour reprendre ces termes-là. Oui, je vois très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Charles, pour ce partage, vraiment inspirant. Je pense qu'il va, en motiver plus d'un, plus d'une, peut-être à passer, ou au marketing dédié à des associations, à des causes ou en tout cas peut-être pour les personnes qui bossent dans des ONG, des associations, à s'inspirer aussi, Ben, je l'espère, ce serait le fun à voir. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.